Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce LinkedIn Live. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un cas d'usage très concret de Nescafé Dolce Gusto. On attend Suela qui va se connecter d'une minute à l'autre et qui va nous rejoindre. Mais l'idée de ce webinaire, c'est de prendre une demi-heure ensemble et de vous présenter, comme je disais, un cas d'usage très concret. Donc, du virtuel au réel, comment une activation retail. Ah, Suela arrive. Voilà. Bonjour Suela. Donc, je disais, on vous présente du virtuel au réel, comment une activation retail prend vie en magasin. Et en fait, ça va se passer en 3 étapes. On va vous montrer, concrètement une première étape, comment on vient, concevoir, comment les équipes Nestlé viennent Bonjour. concevoir la stratégie. Ensuite, Suela va détailler comment elle déploie une stratégie en point de vente et enfin, Laurent va pouvoir, vous expliquer comment ils viennent mesurer ce qui se passe, pour pouvoir analyser, en fait, et mesurer l'impact. Donc moi, je suis Jocelyn, je suis responsable grand compte chez Retail VR. Je suis accompagné de Suela et Laurent que je laisse se présenter. Ouais, je vais commencer. On va chacun dire un petit mot. Hop, voilà. Donc sur Reco, donc j'ai lancé Reco il y a 20 ans maintenant au sein du groupe Topo. On accompagne les marques en fait en nous assurant que leurs produits sont bien visibles et bien recommandés en magasin. Donc pour cela, bien évidemment, il faut prendre la mesure sur le terrain. Alors pour vous donner une idée, en France, nous avons 28 000 shoppers et store checkers qui sillonnent les magasins. Chacun a 2 yeux et 2 oreilles, ce qui est quand même hyper pratique pour aller checker des linéaires ou pour écouter ce que le vendeur peut nous recommander. Donc c'est ce que nous faisons par exemple pour un certain nombre de marques comme Lenovo sur une douzaine de pays. Nous avons visité par exemple l'an dernier 4500 magasins pour Red Bull, 1800 revendeurs style. On teste également des salons de coiffure pour L'Oréal. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Suela de Dolce Gusto. Alors Dolce Gusto, c'est un de nos clients depuis 15 ans, donc c'est une longue collaboration. Et on est très très content. Et donc Suela, je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de Dolce Gusto. Si tu nous entends, Suela. Ah, Suela ne nous entend pas. Jocelyn, C'est assuré, je vous entends pas bien. Je sais pas si vous m'entendez. on t'entend très bien. Alors, tu nous entends là, Suela? Suela? Le micro est activé, Jocelyn? Ouais, tout est bon. Tout est bon. Laurent, peut-être en attendant qu'on solutionne le problème, tu peux présenter Dolce Gusto et on va voir, je vais essayer de faire des tests de mon côté. Oui, ça marche. Je vais en quelques mots. Donc, Dolce Gusto fait partie du groupe Nestlé avec une partie machine, une partie consommable. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on a avec la chance avec nous d'avoir Suela qui est responsable du développement des ventes pour Dolce Gusto. Et je passe la parole à Jocelyn. Et alors, pour présenter donc Retail VR, c'est une solution merchandising, donc ça va être vraiment la première étape. L'idée de Retail VR, c'est d'avoir une solution merchandising qui soit 100% en 3D pour avoir plus de réalisme, et vous allez le voir dans une vidéo de démonstration. Et surtout, la 3D, il faut qu'elle soit simple à utiliser pour qu'elle soit vraiment accessible à tous. L'idée de tout faire en 3D, c'est de pouvoir justement prendre des décisions plus rapidement, plus efficacement, avec une meilleure projection. Et nous, Retail VR, on accompagne différents acteurs du retail, que ce soit des marques ou des distributeurs, et dans différents secteurs d'activité. Donc là, vous voyez quelques logos sur cette slide, mais donc on a des acteurs qui sont dans la grande distribution alimentaire, en pharmacie, en jardinerie, en cosmétique, vraiment tous les acteurs possibles sur le retail. Dès qu'il y a un point de vente, qu'on soit une marque ou un distributeur, il y a un enjeu à piloter sa stratégie et on vient proposer des solutions pour le faire. Juste avant de vous présenter, on fait un petit test avec Suela pour savoir si Suela, est-ce que tu nous entends mieux qu'avant? Bon, ça semble pas. Laurent, pendant que je présente Retail VR, peut-être appeler Suela et lui dire de se reconnecter. On va voir si ça fonctionne. Et puis, je profite des 5 minutes là pour présenter Retail VR avec la vidéo que tu peux lancer sur la slide suivante. Ça marche. Super. Donc, Retail VR, le point de départ, c'est vraiment la 3D. Et ce qu'il faut retenir là, avec cette illustration, c'est que
on est en mesure de créer des éléments en 3D de façon automatique. Donc, nos utilisateurs, à partir d'images de face, juste une photo du produit et des dimensions, viennent recréer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de produits. Et comme vous le voyez à l'écran, l'intérêt de ça, c'est d'avoir ensuite une vision qui est en 3D. Là, on est sur un planogramme. On est plutôt habitué à avoir des planogrammes en 2D. Mais là, l'intérêt de la 3D, c'est d'avoir cette troisième dimension, la profondeur, qui vient ajouter cette touche de réalisme et qui permet à nos utilisateurs de faire différentes choses pour être encore plus près de la réalité. Là, vous avez un exemple, donc le logiciel, cette première partie qui est l'édition merchandising, où les utilisateurs viennent concevoir la stratégie dans son ensemble. Et quand on se parle de merchandising, là, ce qu'on voit, c'est cette partie où on va venir illustrer le rayon, habiller le rayon avec de la signalétique, avec de la PLV. Et notre outil, on le veut le plus simple possible. On vous l'avait dit, hein, il faut que ce soit accessible à tous. Et donc, à chaque fois, que ce soit pour de la PLV ou que ce soit pour des produits, vous avez une bibliothèque à disposition sur la gauche, une bibliothèque que vous avez créée, encore une fois, avec une image et des dimensions. Et vous venez cliquer, sélectionner les produits et les glisser sur le planogramme en l'occurrence. Donc, c'est simplissime. On clique sur un produit, on détermine le nombre de facings, on vient construire sa stratégie pièce par pièce pour pouvoir l'illustrer et après, on va le voir, le mettre en scène. Donc là, sur l'exemple, on construit son planogramme de zéro assez facilement en quelques clics. Une fois qu'il est terminé, on vient l'habiller d'une PLV si nécessaire. Et la deuxième partie là, qui va nous intéresser encore plus, étant donné que c'est le cas d'usage avec Swela, c'est qu'on est en mesure de rendre tout marchandisable. Donc là, vous avez un cas d'usage avec un box. On voyait juste avant des gondoles génériques classiques de grande distribution. Là, vous avez un box donc, qui est plus spécifique, mais qui est pour autant 100% marchandisable. On va pouvoir sélectionner l'assortiment et le mettre à disposition, le mettre comme on veut. Je rajoute Swela à la scène. Hop. On peut mettre l'assortiment dans le box et piloter vraiment que son box de A à Z. Et donc, la deuxième partie du logiciel, une fois qu'on a créé la stratégie au niveau maille produit, on va dire, la deuxième partie du logiciel, ça va être, vu qu'on a cette 3D qui est existante, c'est comment on va pouvoir la mettre en scène dans un environnement réaliste pour pouvoir faire deux choses. La première chose, c'est avoir un environnement client réaliste pour prendre en compte les problématiques du terrain, la réalité du terrain sur le carrelage. Et la deuxième chose, c'est comme vous le voyez à l'écran, on se projette tout de suite d'un point de vue consommateur. Et donc, il y a ce vrai impact de parcours shopper qu'on va venir simuler assez facilement. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, on est venu enlever des rayons existants. Donc, dans un magasin générique, on est venu supprimer les rayons pour pouvoir mettre en scène les rayons qui ont été créés précédemment. Et encore une fois, de façon très simple, on vient sélectionner dans la bibliothèque, on vient pivoter, mettre dans le bon axe et après placer le rayon pour qu'on ait vraiment cette vision très réaliste. Vous voyez, donc il y a ce parcours du consommateur. On va pouvoir, là on va enlever aussi la tête de gondole. Donc tout est vraiment customisable dans le point de vente. On peut tout personnaliser, enlever, supprimer, remplacer, mettre les éléments qu'on a créés. Et là, vous le voyez, quand on se balade, il y a vraiment ce côté très réaliste qui est très plébiscité par nos utilisateurs. Donc, ce vrai réalisme qui permet de se projeter directement. Et se projeter, ça permet deux choses. Ça permet, premièrement, de se forger sa propre conviction. Est-ce que ma stratégie est bonne ? Est-ce que je la valide quand je la présente à ma direction? Est-ce qu'elle est pertinente? Et aussi, après, en deuxième phase, c'est une fois qu'on a validé la stratégie, la présenter en clientèle pour pouvoir la valider. Là, on est sur la deuxième partie, pareil, du cas d'usage qu'on traite aujourd'hui, qui est plutôt sur l'activation promotionnelle ou activation de temps fort. Et là, on voit le niveau de simplicité est le même. On va pouvoir construire, à partir des éléments, construire une opération de façon 100% autonome. Ça, c'est vraiment important. C'est permettre à n'importe qui n'a pas un bagage technique ou un bagage graphique de créer une opération assez facilement, de créer une mise en scène. Et cette mise en scène, elle va permettre après, encore une fois, de venir revendre à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, aux distributeurs, de leur dire, voilà, nous, ce qu'on projette de faire, on vous propose de faire des opérations comme ça. Et donc, c'est mettre à disposition ce genre de contenu auprès des équipes nationales, commerciales nationales, donc les comptes clés, les catman qui vont aller revendre. Et une fois que cette opération, elle a été mise en scène virtuellement,
une fois qu'elle a été revendue et acceptée par le client. Je vais laisser la main maintenant à Souhaila et Laurent qui vont vous expliquer comment ensuite on déploie ce type d'activation en retail et ce qu'on collecte ensuite comme information. Est-ce que Souhaila, attends, je rétablis vos micros. Normalement, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ah, super. Désolée, je suis sur mon Ouais. téléphone, donc désolée pour les couacs techniques. Mais c'est tout bon. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Souhaila d'être parmi nous. Donc on a commencé avec Jocelyn donc pour expliquer la première partie qui est vraiment toute la partie conception en fait de l'activation et notamment du plan merchandising. On verra d'ici quelques minutes ce que ça donne en fait dans la vraie vie et en magasin, donc avec les opérations que nous avons menées. Mais bien évidemment entre deux il y a une phase qui est essentielle qui est le déploiement et ça ne se fait pas en un clic. Et je crois que tu n'as rien laissé au hasard en fait pour cette opération, notamment en fin d'année où tu as organisé à peu près 4000 journées d'animation entre la période d'octobre et décembre 2025 dans les différentes enseignes, en GSA, chez Carrefour, Leclerc, Intermarché et Auchan, et également donc, chez Boulanger et Darty. Et comme on est là aujourd'hui en fait pour découvrir les coulisses, je dirais, de cette opération, en fait, j'ai quelques questions, enfin, on a quelques questions à te poser en fait, si tu veux bien. Déjà, en fait, on aimerait savoir un petit peu dans quel contexte a été réalisée cette opération, notamment en fin d'année. Alors, comme je disais en introduction, ça fait 15 ans que l'on mène, en fait, nous, de notre côté, les études avec Dolce Gusto. Et sur cette dernière opération, donc 2025, quel a été le contexte, en fait? Rapidement, pour me présenter rapidement, donc moi je suis en charge je suis responsable développement des ventes et donc plus précisément de toutes les activations machines pour Nescafé Dolce Gusto. Donc c'est un peu les deux sujets d'aujourd'hui puisque ça touche à tout ce qui est visibilité et aussi émergence dans les rayons de notre marque. Et plus précisément par rapport à ta question, donc nous, ça fait 15 ans, je pense, qu'on travaille ensemble, un peu plus. Donc Nescafé Dolce Gusto a démarré avec notre gamme originale, donc nos machines qu'on connaît. Et on sait qu'il y a 3 ans maintenant presque, on a lancé un nouveau système, donc Neo. Et du coup, cette opération de fin d'année venait toujours dans ce contexte, puisque même si ça fait 2 ans, on reste toujours sur un nouveau système, un système fermé, d'autant plus. Donc, on est sur un enjeu majeur de compréhension et d'éducation de notre consommateur sur le système. Et on sait que ça passe vraiment en premier lieu par l'exécution et la visibilité dans les magasins. Et donc, ces opérations d'animation qu'on a eues en fin d'année viennent dans ce contexte-là. C'est clé pour nous de pouvoir avoir des animateurs en magasin qui vont pouvoir, du coup, présenter le système, faire déguster le café. Nous, on sait par les études qu'on peut mener, mais aussi ce qu'on voit, et même en tant que consommateur, on sait que sur un produit comme le café ou surtout sur des machines avec des technologies, c'est vraiment tester la machine, déguster, qui va être le premier levier pour l'achat et pour le choix de machine. Donc, c'est vraiment des opérations clés. Et surtout, c'est aussi des moyens de visibilité en magasin, de pouvoir s'assurer que notre stand il est là, qu'il est bien placé, que l'animatrice a le bon discours. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on déploie ce type d'opération. Et alors justement sur le discours en fait, donc tu as formé donc une équipe d'animateurs et animatrices en fait, et puis j'imagine que derrière il y a toute une partie organisation, planification avec l'agence, avec les magasins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Donc sur la partie formation des animateurs, comme on travaille avec vous depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'on travaille aussi avec Top Selling, donc c'est la même agence qu'on a. Et ça nous permet, c'est important de le mentionner parce que ça veut dire qu'on a déjà une base d'animateurs fidèles qu'on appelle nous nos ambassadeurs et qui sont vraiment qui comprennent très bien la marque, les enjeux, qui savent présenter le produit. Et donc, le fait de travailler avec cette même agence nous permet aussi de capitaliser là-dessus. Et donc, pour les formations, nous, pour nos animateurs, on a
enfin, déjà, chaque animateur est bien sûr formé juste avant l'animation en e-learning. Ça, du coup, nous, on n'intervient pas, sauf pour la construction du e-learning. En revanche, ça n'empêche, on a quand même 2 grandes sessions de formation par an avec, avant toujours nos gros temps forts, où on va du coup vraiment être en présentiel dans des salles avec des journées dédiées de formation, selon bien sûr les profils, soit c'est des animateurs qui n'ont jamais, donc, qui connaissent pas la marque forcément, et là du coup c'est beaucoup plus fourni, on va présenter toute la marque, on va vraiment revoir tout le discours, les leviers sur lesquels il faut insister, pas insister, comment, avec un arbre de décision aussi pour les aider, un peu guider, puisque comme je disais, on a toute une gamme de produits et on a du coup 2 systèmes. Donc il faut aussi adapter aux attentes du consommateur. Et puis du coup, on a aussi des formats où on va être plus avec des ambassadeurs experts, donc qui connaissent très bien la marque. Et là, c'est plus présenter les nouveautés. En revanche, sur vraiment cette partie-là, avec les ambassadeurs experts, c'est là où le travail qu'on a avec vous est hyper important, puisque on a la première partie, on va présenter la nouveauté, et la deuxième partie de la journée, on va être plus sur quelle partie de votre discours vous avez besoin de retravailler. Et donc là, on va avoir des exercices vraiment sur les parties, on va dire, manquantes ou sur lesquelles on sent qu'il y a encore, il y a encore des améliorations à aller chercher. Ok. Et donc ça, c'est pour la partie animatrice. Ensuite, bien évidemment, il faut le déployer en fait dans les différentes enseignes. Est-ce que dans ce déploiement, parce que forcément les enseignes ont des spécificités, chacune un mode d'organisation particulier, est-ce que tu rencontres des contraintes? Est-ce que on va dire, le dispositif est adapté à chacune des enseignes? Donc les dispositifs ne sont pas adaptés à chaque enseigne, mais sont adaptés selon bien sûr le type d'enseigne. Donc on crée ça à GSF. Bien sûr, c'est pas les mêmes rayons, c'est pas les mêmes types de rayons et c'est pas les mêmes dispositions du magasin. Comme on peut avoir, en GSA, on a des grandes allées centrales, des entrées de magasins. Donc là, on peut se permettre d'avoir, par exemple, un stand de dégustation un peu plus haut, peut-être un peu plus grand. En revanche, en GSS, c'est pas forcément possible. Et donc là où c'est important de adapter nos dispositifs, mais aussi de pouvoir se projeter avant même que le dispositif arrive en magasin, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu trop tard, et du coup, c'est important pour nous, les outils qui nous permettent de se projeter et de se dire ça passe ou ça passe pas, et de pouvoir du coup l'adapter par la suite. Et du coup, les dispositifs, ils sont déployés surtout pour les animations, sont déployés par les animateurs, c'est pas la force de vente. Et donc, c'est vraiment important qu'on s'assure en amont que tout est bien adapté. Tu as une parfaite coordination, en fait, notamment avec l'agence. Et donc, une fois que tout est déployé, comment tu assures, en fait, une parfaite exécution en magasin? Donc, pour le coup, là, il y a pas mal de leviers qui vont rentrer en jeu. Parce que ça dure sur plusieurs semaines, en fait, tes opérations, c'est des animations sur plusieurs semaines, donc il y a peut-être des ajustements, en fait. Il y a des ajustements selon, bien sûr, nous, on a notre temps fort, donc c'est sur plusieurs semaines. Et donc, pour assurer l'exécution, déjà, c'est en amont avec la force de vente qui vont aller s'assurer qu'il y a la bonne place en magasin, négocier, on va dire, la bonne place en magasin, préparer un peu le terrain aussi pour l'animatrice, puisque comme on fait de dégustation, donc on a besoin de branchements, on a besoin il y a pas mal de choses dont on aura besoin et qui sont préparées en amont. Ensuite, une fois l'animatrice elle est en place, elle a du coup on va dire un peu son déroulé de comment du coup elle met son stand, comment elle s'installe. En revanche, nous, ce qui nous permet vraiment de s'assurer de cette exécution parfaite, bien sûr, on le fait on va dire en aval, mais ça nous permet du coup d'anticiper la fois d'avant, puisque nous, on n'anime pas qu'un temps fort dans l'année, on est globalement sur toute l'année. Donc là, d'un temps fort à l'autre, c'est là où du coup les campagnes de Mystery Shopper nous aident à anticiper à chaque fois, puisque du coup, à chaque fois, on va identifier certains problèmes, soit au niveau du discours, mais c'est pas que le discours, ça nous permet aussi de se dire, est-ce que l'animateur avait la bonne tenue, est-ce qu'il avait son tablier, par exemple, tout était nickel, et là, ça nous permet vraiment de se dire, ok, là, oui, il y a eu des manquements, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on se rend compte que les animateurs ont aussi des besoins quand on va leur remonter un manquement.
on va se rendre compte qu'il y a des choses à revoir. Et des fois, c'est juste des rappels qu'il faut avoir régulièrement. Donc ça rentre aussi dans l'exécution, bien sûr. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet éclairage, Souhaila, parce que ce que je vous propose en fait dès maintenant, c'est de voir en fait la troisième partie. Donc, on a vu la conception, on a vu le déploiement. Maintenant, on va voir comment ça se déroule, comment se déroule la mesure. Jocelyn nous a montré un petit peu toute la partie magasin, conception 3D. Là, on va rentrer vraiment dans la vraie vie. Donc, de notre côté, nous avons visité 500 magasins donc, sur la période en fin d'année pour mesurer les écarts, donc, notamment donc, dans les enseignes où Souhaila a déployé les animations et les formations. Alors, sur la partie visuelle, alors, on a deux volets sur notre visite. On a une première partie de store check où on va aller contrôler la conformité du plan merchandising et une deuxième volet plus mystery shopper sur lequel on va aller tester en situation réelle la qualité de l'animation et donc la bonne application des formations sur le terrain. Et donc, pour ce qui est de la partie, on va dire, virtuelle, donc comme l'a montré Jocelyn, on a vu toute la projection en fait en magasin. Et bien à droite, en fait, vous avez les photos prises en situation réelle, donc dans un magasin Carrefour. Alors c'est assez frappant de voir vraiment le parallèle entre le plan 3D et la réalité sur le terrain. On le voit sur le rayon café ici, on le voit également à travers l'implantation Dolce Gusto, donc on retrouve en fait ce que l'on a vu dans la projection. Alors c'est un peu moins rempli, puisque bien évidemment on est en rayon, le rayon il est vivant, donc le contrôle de rupture fait également partie en fait de nos interventions. On est là vraiment pour mesurer les écarts entre le plan et la réalité. Alors justement, en termes d'écart, on le voit par exemple à gauche, on est plutôt pas mal, avec vraiment un univers de marque, c'est organisé par gamme de produits. Au milieu, même si c'est dans la même famille, chez Nestlé, le Nesquik a pris la place du café, parce que oui, le rayon il est vivant. On peut imaginer que le chef de rayon a fait son réimplantation, que le panneau est resté. Forcément, en termes de balisage, c'est pas top. À droite, on peut voir que la pancarte s'est un peu fait la malle. Donc c'est vrai qu'il y a un dispositif qui est déployé, on va mesurer, mais il faut aussi mesurer dans le temps, puisque ce que l'on peut voir en fait à un moment donné est amené à évoluer dans le linéaire et bien évidemment au sein du magasin. Donc là on le voit dans le rayon, mais c'est de la même façon en fait dans l'opération donc Néo qui a été déployée en fin d'année. À gauche on voit, comme tu l'as dit, Souhaila, l'animatrice avec la tenue devant un stand bien rempli, on a bien les box, on a bien les machines, on a les deux types de machines, on a tout pour accueillir le client et déguster. Sur les deux autres photos, c'est un tout autre décor. Il y a des câbles, tu parlais de câbles, j'en vois deux qui traînent un petit peu partout. J'ai le stand qui est vidé, donc forcément ça ne donne pas forcément envie, et au fur et à mesure des animations, en fait on a constaté justement un petit point de faiblesse en fait dans le présentoir en carton, où on le voit que clairement sur la partie centrale, il y a un petit peu de vécu forcément, et c'est des éléments qui forcément sur le plan on le voit pas forcément, mais au fil du terrain, ça permet notamment de remonter en fait des points d'amélioration pour les prochaines vagues, puisque là on est intervenu en fin d'année, sur certains moments on peut intervenir aux périodes de fête des mères qui est également un élément important de façon à améliorer. Donc là, on a vu pour la partie vraiment purement visuelle. Là, on va passer sur le discours de l'animatrice. Donc, on va passer vraiment de la théorie à la pratique. Donc, nous, on a envoyé sur cette même période 500 mystery shoppers, 200 pour tester la reco de la Néo Latte, donc avec un scénario plutôt orienté multi-boissons, 200 pour tester la reco de la machine Néo Café, donc plus orienté café. Et on a également, pour positionner Dolce Gusto, envoyé 100 clients mystères sur les stands des concurrents pour évaluer également leur reco, la qualité du disco, etc.
Alors, premier élément, comme l'a dit Souela, la dégustation, c'est vraiment un levier très important, notamment pour capter le client. Il faut imaginer qu'on est dans des points de vente donc en GSA avec beaucoup de flux. On est souvent dans l'allée centrale. Donc, bien évidemment, la dégustation va permettre en fait de capter le client. On voit déjà une nette différence en faveur de Dolce Gusto. On a eu 89% de propositions de dégustation contre 73% pour les concurrents. Et également, c'est l'occasion de faire la démo de la machine. On n'est pas là non plus pour offrir que des cafés, même si c'est très agréable, mais il y a un vrai acte de vente qui doit être déroulé. Donc la démo de la machine, elle est faite à 92% chez Dolce Gusto contre seulement 75%. Donc on voit déjà à ce stade-là une nette différence et ça continue en fait un petit peu tout le long du parcours client, aussi qui commence bien évidemment par la découverte des besoins. Alors, poser des questions, c'est un basique, on devrait d'ailleurs être à 100%, mais voilà, il y a toujours une marge d'amélioration. On est 86 chez Dolce Gusto, donc un peu mieux que les concurrents. Ce qui fait la différence surtout chez Dolce Gusto, c'est grâce aux formations justement des animatrices, c'est toute l'écoute client, où là on a une nette différence avec la concurrence. Et surtout, en fait, le fait de pouvoir se référer aux besoins plus tard, en fait, lors de l'argumentation, etc. C'est pas un descriptif, en fait, des fonctionnalités de la machine et des avantages. C'est vraiment une recherche des besoins et une mise en lumière lors de l'argumentation. Et là, clairement, on voit qu'il y a quand même plus de 10 points d'écart. Alors, découvrir les besoins, enfin, poser des questions, c'est très bien. Encore faut-il poser les bonnes. Alors, on a une batterie, en fait, de questions. Là, j'en ai repris que quelques-unes. Mais on sait qu'un des avantages, en fait, de Dolce Gusto, c'est de proposer, en fait, une offre multi-boissons. On voit tout à fait que dans 60% des cas, notre animatrice nous a demandé notre intérêt pour les autres boissons chaudes, contre seulement 43% chez les concurrents. S'intéresser à la machine actuelle, c'est quand même extrêmement important en fait pour orienter le discours. Également, la sensibilité écologique, c'est fait par un quart des animateurs Dolce Gusto contre seulement 7% des concurrents. Et c'est pas un hasard, c'est que derrière, il y a un véritable argument, un élément différenciant, un USP en fait de la marque, qui est bien mieux mis en avant quand le besoin, la sensibilité a été détectée en amont qu'un simple descriptif. Dans le budget également, alors la question de savoir quel est votre budget. Alors, on pourrait penser que c'est à l'avantage des concurrents qui le posent dans 39% des cas, en fait, pas du tout, puisque, en fait, en posant la question du budget, les animateurs concurrents s'enferment, en fait, dans la réponse du client, alors que chez Dolce Gusto, on va d'abord, voilà, à travers à nouveau tout le travail de formation, faire découvrir le système, donner envie, de façon à pouvoir ensuite proposer la bonne machine au bon produit, au bon client, pardon. Alors, je ne vais pas passer tous les résultats de l'étude, bien évidemment, mais au-delà des questions, après, on a toute la partie argumentation, et je ne rentrerai pas du tout dans le détail. Ce qui nous intéresse, c'est au final, en fait, quel était l'impact en fait, de l'opération qui a été menée donc, par notre client, donc Dolce Gusto, et quel a été en fait, l'impact des formations qui ont été mises en place. Et là encore, parce qu'on est quand même, l'objectif, c'est de transformer l'essai. Et là, on a vraiment un net écart en faveur de Dolce Gusto, puisque finalement, 64% de nos animateurs ont proposé d'acheter la machine et souvent les capsules, contre seulement 45% chez les concurrents. Et on a également interrogé, donc vous vous souvenez, on a 500 clients qui ont été envoyés dans les différents magasins. On leur a demandé si cette expérience aujourd'hui leur avait donné envie d'acheter. C'est 83% de oui chez Dolce Gusto, contre seulement 66% chez les concurrents. Quand on prend la machine plus les capsules, on est à 69 versus 45. Bref, il y a vraiment un véritable écart. Et si vous projetez ces chiffres-là, ces écarts-là sur 4000 journées de formation qui ont été menées sur des périodes absolument clés comme le Black Friday, la période de Noël, que vous multipliez par le nombre de trafic en magasin, dans des magasins boulangers en pleine ou Carrefour en pleine allée centrale, vous imaginez après derrière l'impact que ça peut avoir en termes de business, en termes de captation de clients, mais également en termes de conversion. Et donc, c'est tout
tout le fruit en fait du travail que l'on peut mener depuis des années avec Souela et que Souela mène avec Top Selling, son agence partenaire dans la partie formation. Et Souela, j'ai envie de te poser une dernière question par rapport à ces éléments, mais tu as déjà un petit peu répondu lors de la première partie, c'est quelle est ton exploitation justement des résultats? Donc tu nous as dit que d'une vague à l'autre, en fait, tu analysais les écarts et tu reformais peut-être les animatrices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Du coup, oui, pour détailler cette partie, comme je disais, déjà, ça nous sert à revoir le contenu de nos formations, voir les points sur lesquels on doit insister. Ces personnes-là, c'est aussi une image de notre marque. Donc, ces résultats, ça nous aide à évaluer du coup le travail fait et voir là où il faut aller du coup chercher de l'amélioration. Comme du coup Laurent l'a montré, c'est aussi des moyens de se comparer à la concurrence et de se dire ok, on fait mieux, mais qu'est-ce qu'on peut aller encore plus chercher au-delà de ce qu'on fait déjà. Et puis, comme je disais, pour corriger un peu les écarts, les chiffres sont plus parlants, donc même pour nos animateurs, de leur dire ok, bah, vous avez eu cette note l'année dernière, sur la même vague, là vous avez la note, bon, vous êtes amélioré de 2 points, mais nous on cherchait 5. Nous c'est vraiment, c'est pas forcément des objectifs, puisqu'ils ont aussi des objectifs de vente, mais ça rentre aussi dans toute... Ça y contribue, ouais, c'est l'aspect qualitatif qui va contribuer aussi. Effectivement, et puis comme je disais, comme on a des profils d'animateurs, bah, du coup de leur dire aussi les ambassadeurs, s'ils sont ambassadeurs, c'est parce qu'ils ont telle note au Mystery Shopper et que du coup c'est ça qu'il faut aller chercher. Nous, ça nous permet de structurer toute cette partie-là et donc c'est très important pour nous, c'est vraiment clé et très base pour nous pour repartir sur la formation, aller chercher du coup à réduire, on va dire, les écarts qui ont été constatés. Ok, bon, écoute, super, merci beaucoup pour ce retour en fait d'expérience. On arrive en fait au terme de ce webinaire. Je vais d'ailleurs laisser conclure. Je vais laisser Jocelyn conclure, si tu veux bien. Merci Laurent, merci Souela. Et du coup, on arrive au bout du temps imparti. On s'était donné une demi-heure. Si jamais vous avez quelques questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On y répondra là juste avant de couper le live. L'idée de ce webinaire, c'était de vous partager avec beaucoup de transparence en fait ce partenariat qu'on peut avoir entre Reco et Retail VR avec un client en commun qui est Nestlé. Et on voit qu'en fait, les 3 étapes qu'on vient couvrir sont hyper importantes dans la vie du retail. C'est la première étape, comment on va concevoir sa stratégie et comment on va la revendre de façon innovante, de façon efficace. Souela est rentré dans le détail sur le déploiement, donc tout ce que le déploiement implique. Pour toucher, capter le shopper et ensuite vérifier que ça a été bien déployé dans tous les points de vente. Et après, la partie aussi indispensable de Reco, c'est de venir vérifier comment ça a été fait, mesurer les écarts, et c'est ce qui permet aussi de valider encore plus le ROI et de mesurer l'impact. Et comme on l'a dit sur la fin aussi, de corriger pour les prochaines opérations, toujours se servir du passé pour améliorer le futur. Donc, c'est un vrai cercle vertueux avec voilà, Retail VR et Reco en partenariat et Nestlé qui pilote tout son projet. Et vous passez en magasin, donc vous voyez que Nestlé a plusieurs projets et vient animer de façon brillante toutes ces gammes et tous ces univers. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, on est ravis d'avoir partagé ce café virtuel avec vous et puis avec Souela de Dolce Gusto. Je ne sais pas si tu as des questions, Jocelyn ou... C'est tout bon. En tout cas, un replay sera disponible via le lien de l'événement. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec Laurent, Souela ou moi, c'est possible aussi de le faire sur LinkedIn et ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions a posteriori. Et si c'est bon, on vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et au plaisir de se revoir sur LinkedIn ou ailleurs. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut Laurent, salut Souela, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.